Donc, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Je m'appelle Maria Fiori, je suis directrice des opérations chez Microage. Je suis accompagnée par mon collègue Sergio Lima, directeur succès à la clientèle et notre présentateur aujourd'hui. Bienvenue, Sergio. Bonjour à tout le monde. Merci. Sergio nous rejoint de la Caroline du Nord. Il est là pour un voyage d'affaires. Donc, merci, merci de connecter, Ça fait Sergio. plaisir. Oui. Donc, la conversation d'aujourd'hui portera sur comment gérer les coûts relatifs au cloud. Mais avant de débuter, quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet Questions de l'outil webinaire. Le webinaire est enregistré. Un lien vers l'enregistrement ainsi que le livre électronique que nous vous offrons aujourd'hui vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Et dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Nous serons très reconnaissants si vous pouvez prendre une minute pour nous faire part de vos commentaires et nous aider à améliorer les prochains webinaires. Avant de passer la parole à Sergio, je vais prendre un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui ne connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis plus de 43 ans maintenant. Pour bien vous servir, il est essentiel pour nous de comprendre vos opérations, vos clients, vos personnels, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités, bref, votre organisation. Ceci nous permet de recommander et de fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Voilà en quelques mots qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Sergio, avec ça, je vais passer la parole à toi. Parfait. Merci, Maria. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Évidemment, je ne sais pas si tout le monde est déjà, j'espère que tout le monde est au niveau du M365, une partie de du M365. Et, ou si vous êtes déjà sur Azure ou pas sur Azure, vous voulez faire des recherches sur combien que ça risque de coûter pour aller vers l'info nuagique. Je trouve que cette session-là, c'est très bon en termes d'information qui peut vous aider à démystifier ou peut-être vous aider à voir les types de coûts, ou les rabais ou les escomptes qu'on peut avoir, comment qu'on les applique. Parce que des fois, on fait des recherches vite faites sur Internet et on voit des coûts mensuels sur certaines choses, puis là, on commence à calculer ça, puis des fois, on pense que ça ne vaut pas la peine, mais quand on met tout l'aspect de les petits programmes que Microsoft a mis en place, bien, ça peut devenir très avantageux de penser à mettre votre infrastructure dans le cloud. Fait que, bref, on va passer à travers quelques points. Dans le fond, c'est pour donner des voies de comment on peut Oui, réduire ses coûts, c'est ça? c'est ça. Et si je vais juste reculer une fois ici. On va passer à travers les mesures de réduire au niveau de l'Azure en premier. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du M365, la productivité, la collaboration des utilisateurs. Fait que première portion infrastructure, deuxième portion utilisateur. Après ça, on va regarder au niveau possiblement qu'on a des organisations à but non lucratif qui peuvent prendre avantage des licences et les prochaines étapes qu'on peut faire pour vous aider. Donc, côté Azure, fait que si on parle d'infrastructure sur Azure, il y a beaucoup de, ils appellent ça des programmes, il y a beaucoup de différentes exercices qu'on peut faire pour essayer de diminuer nos coûts mensuels. Là, je vais passer à travers 8 ou 9 points et ensuite donner les détails. Fait que si vous avez des serveurs ou des serveurs virtuels dans le cloud, bien, on peut regarder au niveau des instances réservées ou des reserved instances, comme Microsoft appelle. Il y a un plan d'économie d'Azure qu'on peut regarder, qui regarde encore une fois. Ces deux-là, en passant, les deux premiers, c'est vraiment côté, donc je vais dire contractuel, facturation versus fonctionnalité, parce que c'est vraiment ça. Il n'y a aucune différence ou changement de type de machine qui roule dans le cloud. C'est vraiment juste comment vous décidez de payer pour ce genre de service-là.
Ensuite, l'Azure Hybrid Benefit, c'est vraiment si vous avez une infrastructure déjà en place, vous avez payé déjà pour des licences Microsoft, serveur, SQL ou quoi que ce soit. Avec l'Azure Hybrid Benefit, si vous décidez d'aller dans le cloud, on peut prendre ces licences-là que vous avez déjà achetées, on peut les réutiliser dans le cloud et ça peut réduire le taux mensuel. Un petit point là-dessus, je pense que ça prendrait l'assurance le software assurance pour que ça soit fonctionnel. Et aussi, on va regarder au niveau du Azure Spot Virtual Machines. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des Spot Virtual Machines? Je en parle un petit peu plus tard. Ensuite, une fois qu'on a une infrastructure en place, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça? Est-ce qu'on a une personne ou des personnes qui vont gérer le tenant, gérer l'Azure Cloud pour voir est-ce que je prends avantage de tout? Est-ce que je suis en surutilisation? Est-ce que j'en utilise pas assez? Je suis en train de payer pour X, Y, Z et peut-être j'utilise juste X. Donc, il y a des outils comme l'Azure Cost Management, qu'on peut rouler pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe et nous donner un aperçu de peut-être qu'on peut faire des changements sur le niveau de les paiements mensuels pour essayer de ne pas payer pour des choses qui ne sont pas utilisées. Ensuite, si vous êtes une industrie ou une organisation qui peut-être a des vagues de productivité ou des vagues des pics de travailleurs ou exemple, si je mets l'exemple des comptables, ben la comptabilité, la saison des impôts, ça commence, mettons, en janvier jusqu'au mois de mai. Ben, on a des clients qui ont besoin de beaucoup plus de ressources cloud cette période-là parce qu'ils engagent plusieurs personnes, ils rajoutent des serveurs, ils rajoutent plus de personnes pour faire des transactions. Donc, ils ont besoin plus de ressources virtuelles. Et ensuite, ben, quand cette période est terminée, ben, on va réduire les services. Fait qu'on n'est pas obligé de commettre à payer quelque chose pour 12 mois quand on a peut-être juste besoin pour une certaine période. Et ça peut s'appliquer aussi pour des compagnies qui font du développement ou font des testings, qui ont besoin d'allumer des machines, d'activer plus de ressources. Ensuite, ben, on va regarder au niveau de l'option SQL, local, on-prem qui appelle, versus d'aller vers virtuel SQL ou des instances d'SQL qui ne nécessitent plus un serveur, en fait, que je vais expliquer. Et petite explication au niveau des licences CSP et les avantages de tout ça. Donc, on commence avec les instances réservées. Ben, on voit bien, c'est sûr que c'est une fonctionnalité de réduction des coûts de service de cloud computing. Okay? Donc, ça peut donner des économies jusqu'à 72%. Comment on fait ça? Ben, en fait, encore une fois, c'est soit le mot dans ma tête, c'est commitment, mais ça, c'est en anglais, excuse-moi pour. Il faut commettre un engagement. Ça peut être un engagement d'1 an ou de 3 ans pour avoir ça. Donc, mettons que vous avez un serveur virtuel Azure qui n'est pas utilisé comme il faut. On peut transférer, changer la façon de facturation qui appelle des reserved instances ou instances réservées, qui va vous permettre de, en fait, il faut vraiment commettre de payer ça pour 3 ans. Je vous donne un exemple. Puis je pense que je vais changer la page parce que ça donne l'exemple exactement. Donc, si on a une instance d'un serveur virtuel qui est des 2 AS V5, il y a 2 CPU, mettons, avec 8 gigs. Quand on fait du pay-as-you-go, qui est typiquement, on allume un serveur, on fonctionne, on fait 0 escompte, ça arrive à l'entour entre 150 et 200 dollars, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas. Le AHB, j'avais parlé, c'est le Azure Hybrid Benefit. Donc, si vous avez, mettons, un serveur, la licence du serveur déjà en place, vous allez vers le cloud, ben, vous allez payer, mettons, 97 dollars par mois pour le pay-as-you-go. Si vous décidez de commettre, puis il ne faut pas oublier le pay-as-you-go, si vous décidez d'éteindre ça dans 3 mois, parfait. Mais si vous savez que c'est un serveur, je vous donne un très bon exemple, un domain controller ou des serveurs file server, des serveurs que vous savez vont rester là pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, des serveurs qui n'ont pas beaucoup de, peut-être pas un serveur SQL, mais si on sait qu'il y a des serveurs qui vont rester là X nombre d'années, mais ça vaut la peine de les réserver avec Microsoft
Comme ça, on peut prendre avantage des escomptes. Donc, tout ce que ça fait contractuellement, c'est que oui, je suis obligé de payer le 12 mois pour une instance réservée, ou oui, je suis obligé de payer pour les 3 ans d'une instance réservée. Fait qu'il faut juste faire l'exercice de s'assurer qu'on ne va pas se commettre sur 3 ans, puis on sait que ce serveur-là va être décommissionné dans 1 an et demi parce que c'est un serveur d'outils, puis maintenant, on n'a plus besoin. Il faut faire l'exercice pour ça. Excuse-moi, Maria. Non, 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 j'allais dire, mais la réduction ou les prix sont quand même, il y a une bonne différence là, entre avec les reserved instances ou les instances réservées. Exact. Bon, il y a un autre plan aussi que ça existe, c'est le Azure Savings Plan. Encore une fois, c'est un achat qui est proposé par Microsoft. Encore une fois, c'est 1 an, 3 ans. Il y a beaucoup d'économies, même chose comme le Reserved Instance. Il faut juste faire attention que les Azure Savings Plan versus les instances réservées, quand on se commette au niveau du Azure Savings Plan, je vais dire que c'est un contrat à vie, mais c'est un contrat. Il y a 0 changement qu'on peut faire quand on applique ça. Puis si vous allez regarder la différence, c'est vraiment typiquement pareil comme les instances réservées, mais la seule grosse différence, c'est que celui-là, si vous dites 3 ans, vous êtes pogné pour 3 ans. Les Reserved Instances, vous avez l'option, un petit peu de flexibilité en termes des ressources que vous pouvez rajouter sur ces Reserved Instances. Il y a quand même des pénalités si vous voulez sortir du Reserved Instance. Il y a une façon d'en sortir. En fait, il y a une façon de peut-être, mettons qu'on a décidé de mettre un Reserved Instance sur un serveur, qu'éventuellement, on a décidé de le décommissionner. Microsoft vous donne le droit de prendre la réservation puis de l'appliquer sur un autre serveur. Fait que le plan va continuer. Dans celui-là ici, le Savings Plan, il y a 0 changement. Fait que là, encore une fois, il faut vraiment être sûr que l'économie qu'on fait puis le serveur qu'on va bloquer là-dessus, c'est quelque chose qui va rester pendant 1 an ou 3 ans. Sergio, il y a peut-être un petit bémol pour le Reserved Instances. Fait que tu disais qu'il y avait une pénalité si jamais vous décidez de ne pas faire des Reserved Instances, puis c'est vrai. Pour l'instant, Microsoft ne l'applique pas. Mais on a la puce à l'oreille qu'ils vont commencer à l'appliquer. Fait que ça fait quand même plusieurs années qu'ils n'appliquent pas la pénalité. Oui, c'est un très bon point. Mais ça va commencer. Fait que, tu sais, faut avoir ça en tête, là, qu'il va y avoir une pénalité. On n'est pas sûr c'est quoi, là, encore, mais c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a comme, ils laissent ça aller pour le moment, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont vraiment appliquer là-dessus. Oh, mais ils ont commencé à en parler, là, fait que... C'est ça. Puis tout ça, on n'a pas besoin, je l'ai mentionné, mais on n'a pas besoin de faire c'est comme, on commence par où? Bien, il y a des outils dans le tenant qui vous aident à faire ça. Fait que tout ce que vous voyez ici sur la page là, qui parle de la première heure, deuxième heure, l'usage, etc. Puis quand on fait du pay as you go, à 2 heures de l'après-midi, bien, il y a 2 heures d'usage qui est faite, mais peut-être qu'il n'y a personne qui se connecte, puis il n'y a rien qui se passe sur le serveur. Fait qu'avec le Savings Plan, il y a façon de dire, de vous barrer, mettons, 24 heures par jour, 1 heure à l'heure pour essayer d'avoir les escomptes qui vous diminuent. Mais ça, c'est une calculatrice qui est disponible pour vous une fois que vous avez accès à Azure. La calculatrice est là, puis ça vous donne déjà quel serveur que vous pouvez commettre, quel serveur vous pouvez faire les économies. Et après ça, ben, c'est à vous de décider si vous êtes prêt à engager un 12 mois ou un 36 mois de contrat. Le Hybrid Benefit, je l'ai mentionné. Encore une fois, vous avez déjà un environnement en place, vous avez des licences déjà, vous avez acheté ça avec le Software Assurance. Maintenant, vous allez dans le cloud, qu'est-ce qui se passe? Typiquement, dans le cloud, la licence est intégrée dans le prix mensuel avec Azure. Mais si vous avez déjà des licences, ben, techniquement, ils vont enlever le coût de la licence du prix mensuel parce que vous avez déjà des licences. Fait que ça vous donne
l'escompte jusqu'à 40%. Voilà l'exemple qu'on peut faire au niveau du hybrid benefit. Je ne me nomme pas expert en termes de calcul là, pour les estimations mensuelles ou ni quelqu'un qui est super expert au niveau du hybrid benefit ou faire les calculs. On a une équipe qui le fait. Mais effectivement, il y a l'outil qui le fait, puis et ensuite, vous pouvez parler avec nos spécialistes qui peuvent vous aider à vraiment faire l'exercice de vos ressources virtuelles chez Azure et de voir quel genre d'économie que vous risquez d'avoir. Fait qu'ici, on voit bien un serveur sans Azure Hybrid Benefit, coût d'Azure 190 par mois. On applique l'Hybrid Benefit, ça baisse de 100 par mois. Et que ça donne une méchante économie si on a déjà des licences en place. Sinon, ben, on peut regarder au niveau des instances réservées, on peut regarder le Savings Plan et d'autres outils. Je pense que c'était important aussi de mentionner qu'il faut avoir Software Assurance. C'est pas assez d'avoir Oui. juste la licence, right? Ça prend absolument le Software Assurance pour l'avoir. Exact. Puis ça, on ne peut pas l'acheter après. Hein? Fait que si vous avez c'est quand le moment qu'on arrive pour acheter la licence, Microsoft, Windows, etc., il faut appliquer le Software Assurance en dedans de 90 jours. 90 jours? 90 jours. 90 jours. C'est ça. Fait qu'une fois que vous l'avez acheté puis ça a dépassé 90 jours, on ne peut plus rajouter le Software Non. Assurance. Ça va aller Bon. au renouvellement ou Oui. changer de Non. stratégie. Oui, ou payer le mensuel qui inclut la licence, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Les Spot Virtual Machines, c'est intéressant, mais peut-être pas pour tout le monde. Ça, c'est plus dans la capacité d'organisations qui ont des développeurs qui font beaucoup de tests ou qui font quelque chose de transactionnel avec beaucoup de computing. Ils ont besoin de plusieurs ressources VM, serveurs, d'allumer, faire une transaction, d'avoir un résultat. Puis après ça, on a juste besoin de fermer ces VM-là. Ça s'appelle des Spot Virtual Machines. Très bon prix. C'est pas une joke, honnêtement. Là, c'est 9,57 avec le spot, avec AHB. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des serveurs qui peuvent être enlevés de votre environnement à l'intérieur de 30 secondes par Microsoft. Donc, dans une région, mettons, on parle de Montréal, vous avez une entreprise qui a besoin de faire du développement, puis vous voulez tester votre application, puis vous avez besoin de 3 serveurs. Puis c'est pas critique si quelque chose tombe down, c'est des serveurs de test. On enlève les spots virtual machines, on fait les transactions, on a les résultats, on peut fermer les spots virtual machines. La vie est belle. Mettez pas votre serveur domain controller ou des serveurs d'application là-dessus parce que Microsoft, dans une région, s'il y a besoin de plus de pouvoir, de performance ou de ressources, ils vont enlever ces ressources de votre environnement. C'est vraiment, il faut faire attention avec ça. Ça peut être intéressant, comme j'ai dit, au niveau de développement. Bon, dans le Tenant Azure, il y a des outils qui existent. Un qui peut vous donner au niveau des coûts, qu'est-ce qui se passe. Fait que l'Azure Cost Management, c'est un outil qui permet vraiment de surveiller ou optimiser vos dépenses. C'est là que ça peut vous donner vraiment des recommandations. Ça vous aide au niveau du budget parce que c'est capable de prévoir, donner l'historique et donner futur dépenses selon qu'est-ce qui est en train de se passer chez vous avec l'historique. Vous pouvez configurer les alertes. Puis encore une fois, ça, c'est pas des services ou des coûts additionnels. C'est des choses qui sont déjà dans l'Azure, le tenant d'Azure. Fait que si vous ne prenez pas avantage de ça, soit vous le faites vous-même ou vous demandez à votre fournisseur de services gérés de regarder ça pour essayer de vous aider au niveau de la gestion de tout ça. Et comme j'ai dit, ça donne des recommandations. L'autre outil, c'est l'Azure Advisor, encore une fois, la même chose. Gratuit par Microsoft. Ça analyse vos ressources au niveau Azure. Fournit les recommandations d'optimisation et l'infrastructure au complet. Fait qu'encore une fois, si vous avez des VM qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas utiles en plein milieu de la nuit, bien, ça peut vous donner des recommandations sur changement des plans, changement des coûts, changement des ressources ou réservation des ressources dans le but d'optimiser vos coûts. Tout est relié par rapport à vos coûts.
Puis c'est sûr qu'avec la performance, il est capable de voir qu'il n'y aura pas d'impact, mettons, s'il décide de vous donner une recommandation, mais ça prend en considération les types de ressources qui sont utilisées sans vous donner un problème au niveau de la performance. Le scaling, désolé. Je voulais juste, pendant que tu prends ta gorgée d'eau, Sergio, juste dire à tout le monde que vous pouvez télécharger la présentation. Si vous allez dans l'outil, quelque part que c'est écrit soit document ou handout, et la présentation peut être téléchargée là. J'avais oublié de mentionner. Oui. Bon, la mise à l'échelle ou le scaling qui appelle, encore une fois, c'est utile pour des compagnies qui ont besoin temporairement plus de ressources. Il y a différents types de mise à l'échelle qu'on peut faire. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de manuel qu'on est obligé de faire. C'est sûr qu'on peut le faire manuel, mais on peut l'automatiser. Donc, on peut l'automatiser d'une façon que si on voit le workload qui appelle sur Azure devient à tel niveau de seuil, rajouter un autre serveur virtuel, puis rajouter ça sur une fonctionnalité horizontale. Fait qu'il y a horizontal et vertical, évidemment. Horizontal veut dire, mettons, j'ai 2 serveurs virtuels, puis c'est un parc de 2 serveurs, puis là, j'ai besoin plus de personnes qui se connectent. Il demande plus de ressources, j'ai besoin d'un 3e serveur. Horizontal veut dire que je rajoute un autre serveur dans mon parc. Fait que j'ai 1, 2, 3. Vertical veut dire que je rajoute des ressources en termes de stockage, mémoire, CPU sur le même serveur virtuel. OK? Ça dépend de vos besoins. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Typiquement, ce que j'ai vu au niveau horizontal, quand on rajoute des serveurs, c'est parce que c'est un environnement virtuel desktop, mettons, ou un environnement qui est remote desktop, qui ont besoin terminal. On a besoin beaucoup plus de puissance au niveau du CPU, multiples serveurs, pour acheminer les connectivités. Quand on parle de vertical, le bel exemple, c'est nous, on a quelques clients, c'est des comptables. Eux autres, ils ont besoin juste un petit peu plus de pouvoir pendant cette période-là pour accommoder plus de transactions, les fichiers qui sont sauvés, etc., l'activité qui est sur leur environnement. Fait que là, on rajoute de la mémoire, on rajoute les vCPU pendant X nombre de temps et après ça, on les réduit. Mais les deux, ça dépend encore une fois de comment vous avez votre environnement, comment votre configuration est setée de votre environnement. Évidemment, ça prend une conversation avec quelqu'un qui est capable de vous donner un genre de configuration, laquelle qui est meilleure pour vous. Puis il y a une chose à noter au niveau des deux. Oui, il y a des prix différents au niveau des meilleures pratiques. Mais quand on regarde l'exemple en haut à droite, si on regarde la première ligne qui est en fait, ouais, vertical. La première ligne, c'est un exemple de vertical. Fait que si on a, mettons, un serveur qui est 2 CPU, 8 gigs, on va le mettre à 32 gigs avec 8 vCPU, avec une instance qui est complètement différente. Ça s'appelle vertical. Il faut juste noter que ça prend un redémarrer, fait qu'il faut redémarrer votre instance. Fait que si vous êtes un peu sensible au niveau de la fonctionnalité de votre serveur ou de la disponibilité de votre serveur, il faut juste prendre en considération. Le serveur va faire un redémarrer avant d'effectuer ces changements-là. Et la facturation va se changer en conséquence. Quand on parle en bas à droite, quand on parle du horizontal, ben, on a peut-être un VM déjà à 2 CPU avec 8 gigs. On rajoute un deuxième. Il y a des coûts d'extra pour. Quand arrive le moment de l'enlever, on fait juste l'enlever et il n'y a aucun impact au niveau de votre parc informatique. Bon, SQL. Évidemment, si vous avez des licences SQL, comme une bonne partie de nos clients, ils ont déjà acheté des licences SQL avec
Software Assurance. Si vous décidez de mettre votre base de données vers Azure, ben, vous pouvez prendre avantage de ces licences-là qui coûtent énormément. C'est des licences qui vont s'appliquer sur le coût mensuel, puis vont drastiquement réduire votre coût mensuel. Je pense qu'il est jusqu'à 55 %. Fait que vous pouvez réduire vos coûts mensuels au niveau jusqu'à 55 %. Là, je parle d'un environnement typique d'SQL qu'il faut monter un serveur virtuel Windows. Et ensuite, il faut installer SQL, puis il faut copier notre base de données et faire ce qu'on doit faire au niveau de cette partie-là. Mais Microsoft, ça fait des années qu'ils font ça. Ils font un SQL hébergé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'SQL hébergé n'est plus un serveur qu'on est obligé de monter, puis qu'on doit être obligé d'installer SQL par-dessus. On va appeler ça un serveur SQL traditionnel parce que beaucoup de personnes, compagnies, même les développeurs pensent que c'est la seule façon d'avoir des bases de données SQL, c'est d'avoir un serveur et appliquer ou installer une instance d'SQL dessus. Mais Microsoft vous offre une instance d'SQL ou une base de données SQL qui fonctionne exactement pareil comme la façon traditionnelle au niveau de l'SQL. Donc, l'option de déploiement, il y a différents modèles ou différents types un peu comme on sélectionne quel type de serveur que j'ai besoin dans le cloud, quelle performance, quel CPU et mémoire. Ça existe la même chose au niveau du SQL. Maria, rappelle-moi le DTU encore, qu'est-ce que ça veut dire? Database Transaction Unit, je pense. Oui, Database Transaction Unit, ça doit être une méthode de mesure. Là, Fait que, en fait, ça dépend le besoin, le type de base de données que vous avez, qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette base de données-là. Bien, ils ont des différents niveaux de performance d'une instance SQL. Et pourquoi aller dans une instance SQL? Bien, on n'a plus besoin de serveur. On n'a plus besoin de faire de la maintenance. On n'a pas besoin de faire les correctifs. On n'a plus besoin de le surveiller, de mettre un antivirus, d'avoir quelqu'un qui va juste s'assurer que tout va bien. Tout est disparu. Pourquoi? Parce que Microsoft s'occupe de toute cette partie-là. Il vous fournit l'instance SQL fonctionnelle pour un développeur ou un admin de base de données qui peut se connecter exactement de la même façon et faire ce qu'ils doivent faire. Et le mythe de ce n'est pas bon de mettre un serveur SQL dans le cloud, ça fait longtemps que ça n'existe plus, ça. C'est fini, ça. Parce que j'en ai vu des bases de données dans le cloud assez grands, complètement fonctionnels. J'ai quelques clients qui supportent des infrastructures de cette façon-là. Bon, des licences CSP. Maria, tu penses-tu que tout le monde est sur un modèle CSP? Je pense pas. Hein? Pas tout le monde, non. Il y a une bonne partie, je dirais, là, mais pas tout le monde. Yeah, c'est ça. Fait que, cette page, ça fournit un aperçu des licences. OK, ça constitue un moyen flexible, économique d'acheter ou gérer les licences cloud de Microsoft. On peut ajouter, supprimer des licences sur mesure. Vous avez le droit de le faire. Vous ne voulez pas le faire, vous nous donnez le droit de le faire, on est capable de le faire. Fait qu'on gère les licences ensemble. Ça évolue avec les besoins. Vous avez acheté tel nombre de licences. Peut-être que vous aviez 40 utilisateurs, puis maintenant vous avez 35. Bien, il reste à enlever les 5 utilisateurs. Fait que ça, c'est tout flexible par rapport avec le CSP. C'est sûr que qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut les licences Microsoft 365, Azure, Dynamics 365. Je ne sais pas s'il y a d'autres services cloud aussi. Potentiellement, il y a d'autres services qu'on peut rajouter. Le stockage, je pense que aussi, ça fait partie de ça aussi. Fait que c'est sûr que ça vous facilite la gestion de vos licences et ça vous donne une idée de combien que vous payez par un portail. Fait que ça, c'est vraiment plus l'avantage au niveau du CSP. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde qui on les a déjà convertis en CSP, mais ça se peut qu'il y a du monde qui achète des licences traditionnellement. Maintenant, on va parler au niveau du M365. Est-ce que je passe à travers ça? Oui, exact. Fait qu'on va passer un petit peu survol des points. On a la gestion de l'alimentation, évidemment avec Intune.
l'optimisation du stockage qui est dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes sur Microsoft 365, tout d'un coup, tout le monde commence à sauver des affaires, puis on ne sait même pas d'où ce que c'est rendu, mais c'est rendu tout l'info nuagique. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'envoie un courriel, on s'envoie un chat au Teams avec une copie d'un fichier qui est envoyé ailleurs, qui est envoyé ailleurs. Maintenant, il y a multiples copies du même fichier qui est dans le cloud M365. Il y a une gestion à faire pour éviter qu'on surcharge le stockage et éventuellement, potentiellement, qu'on risque d'avoir des frais extra pour le stockage. Ensuite, il y a le SharePoint Online et je vais parler de l'avantage au niveau du SharePoint et OneDrive ou la différence de SharePoint et OneDrive. Et je pense que tout le monde est au courant, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça donne jusqu'à 1 Tera de stockage par utilisateur de M365. Fait que à chaque fois que vous avez une licence M365, mais ça vous donne 1 Tera de stockage. Fait que si vous êtes 20 employés ou 20 licences, vous avez 20 Tera. Je pense que ça vous donne adéquatement de stockage pour tout ça. Mais quand on parle de l'alimentation, c'est justement ça. Parce que vous êtes abonné au M365, ce que ça peut faire, vraiment, ça vous aide à économiser un petit peu d'argent en termes d'ordinateur et portable parce qu'il va gérer l'utilisation de vos machines et essayer de conserver de l'énergie. Donc, c'est pas vraiment, est-ce que c'est un coût mensuel qu'on va conserver? Non. C'est un coût, on va parler d'un coût, la durée de vie de vos machines, j'imagine. Il va y avoir un coût au niveau de l'alimentation. Fait que si vous avez des coûts d'hydro, c'est juste difficile vraiment d'avoir un chiffre que je peux vous donner pour dire ça va vous sauver tant d'argent d'alimentation. Je ne suis pas capable de le dire, mais ça reste que il y a un avantage à essayer de prolonger la vie de vos machines parce qu'une machine qui reste allumée et fonctionnelle toujours, surtout les ordinateurs de bureau avec des fans et tout, bien, ça risque de consommer plus et potentiellement tomber avec un bris mécanique. Dans le stockage ou optimisation du stockage, il y a les outils qui vous permettent de vraiment faire, je vais dire analyse, mais ce n'est pas vraiment une vraie analyse, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il fait une optimisation du stockage. Fait qu'il va analyser les fichiers, voir les doublons de tous vos utilisateurs, de vous fournir un rapport avec des recommandations et vous donner le choix de qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les supprime? On va les consolider, la nouvelle version? Est-ce qu'on va les enlever? Est-ce qu'on va les archiver? Peut-être qu'on a vraiment besoin de toutes ces versions-là, mais peut-être qu'on peut les archiver vers un stockage qui est moins cher par mois. Ça va vous éviter des coûts. Voilà l'optimisation. Et l'optimisation, vraiment, ça le fait au niveau du OneDrive et le SharePoint. Puis le monde qui utilise du Teams, qui va peut-être vous poser la question, pourquoi le Teams n'est pas là, puis on ne fait pas d'optimisation, techniquement, l'engin ou l'infrastructure de Teams, c'est SharePoint. Fait que quand on copie quelque chose dans Teams ou on envoie, mettons, un chat, on envoie un fichier, en arrière-plan, c'est SharePoint qui le gère. SharePoint Online. J'ai parlé avec beaucoup de clients, puis on a encore des clients en ce moment qui utilisent le mode serveur de fichiers. J'ai beaucoup de fichiers, j'en sauvegarde ça sur mon serveur de fichiers. Mais ils sont des clients déjà de M365 puis ils utilisent la plateforme complète avec Teams, Outlook, Word, PowerPoint, etc. Mais ils ne prennent pas avantage au niveau du SharePoint qui est inclus dans certaines de leurs licences. Le SharePoint Online est une façon de vous... C'est pas bon de le dire, mais c'est une façon de vous débarrasser de votre serveur de fichiers. Parce qu'honnêtement, l'M365, la collaboration, ça prend une centralisation de ces fichiers. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on achète une licence Microsoft, on a toutes ces applications-là, on est en train de faire tous nos travaux dans Microsoft 365 et ensuite, ben, on s'en va ailleurs pour sauver le fichier dans un serveur de fichiers.
mais les fichiers sont déjà dans votre M365. Pourquoi pas juste le laisser dans le SharePoint, qui peut devenir votre nouveau serveur de fichiers en ligne, qui est disponible avec la même hiérarchie, avec le même répertoire, les fichiers, comment vous les donnez avec la même structure de sécurité ou permission à vos utilisateurs, aux groupes, aux départements. Vous pouvez tout transférer ou migrer vos données vers le SharePoint de la même façon. Et enfin, peut-être que vous avez un serveur physique qui est ça, ou peut-être que vous payez mensuel pour un serveur virtuel qui est votre serveur file server, serveur de fichiers. Fait que techniquement, vous payez 2 fois pour avoir la même fonctionnalité ou solution. Fait que pourquoi pas prendre avantage de SharePoint qui est là. Et comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Teams qui il va avoir un lien ou une collaboration avec SharePoint Online. Bon, je me fais poser toujours la question, nous, on sauvegarde nos fichiers, chacun sauvegarde ça dans le OneDrive personnel ou le OneDrive Enterprise et ensuite je fais un partage et je partage ça avec mon département, avec mes clients, etc. Le OneDrive n'est pas fait pour un partage de fichiers, c'est SharePoint qui est fait pour ça. Le OneDrive est censé être l'équivalent de votre, nous on appelle ça le répertoire H comme Home Drive, mais c'est votre dossier, vos dossiers personnels, vos fichiers que vous sauvegardez. Fait que je vais retourner au niveau traditionnel, serveur de fichiers. Chaque serveur de fichiers, il y a des fichiers qui sont partagés par département, puis il y a des fichiers publics, puis il y a des fichiers personnels ou des fichiers que chaque utilisateur sauvegarde dans son propre répertoire. Ça, c'est votre OneDrive. Fait que ça va toujours ensemble, évidemment, mais on essaie toujours d'éviter. Oui, Microsoft dit qu'on peut partager des fichiers vers OneDrive, mais la structure de SharePoint est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus avantageux de faire ce genre de collaboration au partage via SharePoint. Puis je mentionne encore sécuritaire parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter au niveau de SharePoint qu'on ne peut pas faire avec OneDrive. Fait que le OneDrive, oui, c'est fonctionnel. Mais moi, je suggère ou je recommande d'utiliser ça comme les répertoires que le M365 va faire des sauvegardes sur des fichiers. Puis si jamais moi j'ai besoin de publier ça ou de sauver sur mon serveur fichier, ça s'en va vers le SharePoint. Un petit page au niveau des organisations qui sont au but non lucratif. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais peut-être que non. Il y a des programmes de Microsoft. Je pense que ça s'appelle le Microsoft Non-Profit Cloud Solution. Ouais. Fait que ça vous permet vraiment d'accéder tous les services au niveau du cloud avec des taux qui sont vraiment escomptés ou réduits. Microsoft 365, Dynamics 365, le Power Platform, puis jusqu'à 75% d'économisation. Fait que c'est beaucoup, c'est sûr. Il y a même des instances, il y a certaines licences qui sont données, quasiment données. Fait que, honnêtement, si vous êtes une organisation à but non lucratif, il faut vraiment prendre avantage de tout ce qui existe. Encore une fois, parler avec votre fournisseur de servicerie ou de services techniques. Ces gens-là vont être capables de faciliter la demande et les programmes dans le but de vous faire accepter et de prendre avantage de toutes ces réductions. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines étapes? Ben, si vous êtes déjà infonuagique, puis vous avez vu quelque chose qui est possiblement peut vous donner beaucoup plus d'économies en termes de facturation mensuelle de votre Azure M365, c'est sûr que il faudrait demander à votre fournisseur de services ou à Microage de comment on peut prendre avantage de tout ça. Il y a même des sessions de formation qui sont gratuites sur Internet qui vous donnent l'idée comment le faire si vous voulez le gérer vous-même. Sinon, ben, parlez avec nous et on sera capable de vous aider là-dessus. Si vous envisagez d'aller vers le cloud, vous êtes une entreprise qui a beaucoup, tous vos serveurs, toute votre infrastructure est encore chez vous, vos locaux. Ben, c'est sûr qu'on peut faire les scénarios de, mettons, vous êtes à veille de changer votre technologie parce que c'est désuet, ou vous voulez faire une consolidation, mais on peut faire un exercice de
rester chez vous, en fait, avec ton nouvel équipement en consolidation, versus d'aller vers le cloud et regarder les coûts qui sont associés aux deux scénarios. J'avais pas vu qu'on avait une conclusion. OK. En mettant en œuvre des mesures d'économie telles que les instances réservées, la gestion de l'énergie, l'optimisation du stockage dans le cloud et dans Microsoft Azure et 365, les entreprises peuvent réduire considérablement leurs coûts d'exploitation sans sacrifier les performances. Puis ça, c'est très important. Tout ce que je viens de parler, c'est vraiment par rapport à le type de licence et les mensualités qu'on paye. Ça n'a aucun impact au niveau de la performance si on décide de changer un serveur vers une instance réservée. Il y a zéro impact au niveau de la performance. Sergio, on a une question de Jean-François qui demande est-ce que je peux mettre mes applications que j'ai présentement dans un serveur physique dans le cloud? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Il faut faire des exercices pour voir les types d'applications, la compatibilité aussi. Des fois, on a des applications qui roulent avec une version de serveur. Je vous donne un exemple, mettons 2016, serveur 2016 ou serveur 2012. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait penser avant parce que techniquement, Microsoft Azure, avec des applications archaïques ou plus vieux qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version de système d'exploitation, il y a de la difficulté pour la faire fonctionner. Fait que c'est ça qui suggère que vous parlez avec votre fournisseur d'application. Si vous parlez d'application, quand vous dites serveur d'application, c'est un serveur SQL, ben oui, on peut mettre le SQL info nuagique. Il reste encore une fois de voir la version d'SQL que vous avez en place avec le système d'exploitation, parler avec le développeur, puis voir si c'est quelque chose qui pourrait vraiment transiger ou migrer vers le cloud. On a fait beaucoup d'exercices avec nos clients. Ça arrive des fois qu'on est obligé de garder quelque chose local, mais les seules instances que moi, maintenant, on parle de 2024, ce que j'ai vu ce n'était pas possible de le mettre dans le cloud, c'était des machines physiques qui avaient une espèce de clé USB ou un port série ou quoi que ce soit qui donne la clé d'activation de l'application où ça fait une fonctionnalité qui est obligée d'être connectée avec une machine. Ça, c'est les limitations qu'on voit en ce moment. Sinon, tout le reste, on était capable de migrer complètement dans le cloud. Il y a beaucoup d'applications qu'on a migré telles quelles, puis il y en a d'autres qu'on a fait des migrations avec nouvelles versions ou mises à jour de tout. Fait que c'est faisable. Parfait. Ça, c'est notre livre électronique. Je vais mettre le lien dans le chat pour vous, si vous voulez le télécharger. Ça parle un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais vous pouvez le télécharger tout de suite au lieu d'attendre le courriel cet après-midi. On a une question de Joël qui demande bonjour, est-ce qu'il existe un M365 Cost Management ou bien c'est Azure seulement? C'est quand on va dans le tenant pour la gestion, il y a une façon de le gérer. Mais en fait, c'est un mélange des deux. On a comme, quand on a du M365, si je ne me trompe pas, c'est dans l'administration de M365, mais on a une portion d'Azure qui est techniquement là anyway, même si on a juste, mettons qu'on n'a pas une infrastructure Azure avec des serveurs, si on a juste du M365, il y a une portion d'Azure Cost Management qui est là, à quelque part. J'essaie de me souvenir c'est où, mais je ne suis pas capable de voir. Je vais peut-être faire des recherches pour vous donner cette réponse-là. Mais oui, il y a une façon de le faire. Honnêtement, le plus d'outils qui sont disponibles, c'est plus vers l'Azure, vers les infrastructures que vers le M365. Une licence M365, c'est une licence. C'est comme on n'a pas le choix de s'abonner sur les différents plans qui sont disponibles. Fait que je pense pas qu'il y a quelque chose de disponible pour vraiment réduire plus que ça. À part le programme de but non lucratif, ou peut-être parler avec un fournisseur qui est capable d'avoir des prix réduits parce que c'est en volume. Il faudrait que je vérifie. Parfait.
Je vois pas d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer. Mais sinon, je veux dire merci de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Nous vous encourageons à télécharger, comme je vous dis déjà, de télécharger le livre électronique. Je voulais juste aussi mentionner que notre prochain webinaire aura lieu le 10 octobre et il portera sur un sujet qui continue à représenter un risque pour les organisations et le personnel. Et on parle de l'hameçonnage. Et on va jouer notre jeu préféré, Sergio, légitime ou hameçonnage, pour voir si vous pouvez repérer un hameçonnage. Fait que l'invitation vous sera envoyée dans pas longtemps, peut-être une semaine, 10 jours. Donc, avec ça, Yvan, merci. Je suis contente que vous avez trouvé ça intéressant. Merci beaucoup, Sergio, et bon séjour en Caroline du Nord. Et Oui, merci à vous tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. merci tout le Merci. monde.